assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Montbéliard, dans le Doubs. Benoît, un père de famille, est tué par son gendre. Pourquoi on a pu aller aussi loin dans l'acte de méchanceté, de barbarie? Un crime barbare pour une poignée d'euros. Tuer un homme, c'est déjà dur, mais alors pour si peu. Notre reportage à Roissy avec les démineurs de la sécurité civile. On est parti. Alerte à la bombe, bagage suspect 24 heures sur 24. Il veille sur la sécurité des voyageurs. Et là, il faut se boucher les oreilles. C'est rassurant. Soulagé? Le portrait de la semaine, Eric, 46 ans, pompier de Paris. Pour la 12e fois, il passe le réveillon dans un camion rouge. Ça va être important et beaucoup d'interventions. Ce jour-là, le nombre d'interventions est multiplié par 2. Bonsoir monsieur. 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 Histoire de star, le réalisateur Roman Polanski, poursuivi par la justice américaine pour une relation sexuelle avec une mineure. Depuis 1977, il n'a pas remis les pieds aux États-Unis à cause de cette affaire. Est-ce que Roman Polanski va encore payer toute sa vie cette affaire 30 ans plus tard? Dans 11 jours, le tribunal abandonnera-t-il les poursuites? Mais d'abord, notre enquête dans le Doubs sur un crime barbare. Benoît Savéan avait 54 ans. Le 19 février 2006, on a retrouvé son cadavre dans la forêt de Mortswiller, en Alsace. Pour faire leur deuil, son frère Jean-Luc et son fils Jordi se rendent pour la première fois sur les lieux du crime. Benoît a été torturé et tué pour une poignée d'euros. Tuer un homme, c'est déjà dur, mais alors pour si peu. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas stoppé à un certain moment et puis... Pourquoi ils ne sont pas restés humains? C'est au bout de ce petit chemin de campagne que le corps de Benoît a été abandonné. Jean-Luc et Jordi essayent de retrouver l'endroit précis en fonction des indications données par les enquêteurs. Donc voilà. Ensuite sur la gauche, ça va être là, peut-être. Bah. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est un marquage de la police pour faire la reconstitution, je pense. C'est ici que la vie de Benoît s'est arrêtée, après un calvaire qui a duré plus de 12 heures. 3 années sont passées, mais Jean-Luc et Jordi n'ont pas encore réussi à tourner la page. Ça nous permet de voir. On n'a jamais su comment ça s'était fini, ni où, donc au moins on aura un lieu pour savoir où il est. On sait qu'il a terminé sa vie. Penser qu'il a fini là, c'est quand même dur. Voilà. Allez. Ça fera peut-être du bien aussi. Et non, on sait où il est. Qui était Benoît Savéan et pourquoi a-t-il fini sa vie de manière aussi tragique? Montbéliard, dans le Doubs. Benoît vivait dans cette cité, la cité des Vignoles. Après 6 années de chômage, il retrouve enfin un travail. Il fait des missions pour un constructeur automobile en Slovaquie. À chaque retour, il retrouve Agnès, sa femme,
et leurs enfants. Leur père leur manque à Nadège, à Jordi, à Angélique. Et il me manque aussi. Vous y pensez souvent? Tous les jours. Il n'y a pas une journée. Avec Agnès, Benoît avait recommencé une nouvelle vie. Il avait accepté de refonder une famille avec moi et puis mes enfants. Il avait accepté de me prendre moi, de reconstituer une famille. J'ai eu 2 enfants avec lui. C'était un réel bonheur. Surtout, il vivait pour ses enfants. Ça, c'était clair. Ses enfants, pour lui, c'était tout. Il n'avait pas énormément d'argent, mais bon, le peu qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait gagner, c'était surtout pour ses enfants. Benoît avait assumé le rôle de père aussi pour Wilfried et Angélique, les 2 enfants d'Agnès. Il avait même essayé de les adopter. Il considérait Wilfried et Angélique comme ses enfants. Et Angélique, très tôt, a appelé Benoît papa. Et pourtant, c'est par elle que le malheur arrive. Ou plus exactement, par son compagnon, Johan. Elle m'a dit, maman, je me sens pas bien vis-à-vis de la disparition de son père. Elle s'est dit, mais moi, si j'avais jamais fait connaître monsieur Attab à mon père, jamais ça ne serait arrivé. Johan, le compagnon d'Angélique, a 37 ans. Depuis l'adolescence, il va d'échec en échec. Chômeur, il vit lui aussi dans la cité des Vignoles, avec ses parents. Les voisins, Johan, il l'aime pas, quoi. C'est un asocial. On y a cru à lui. Hein. Johan était bon en anglais, en allemand et tout, en maths. J'ai cru en lui. Et j'ai fait un petit peu tout dans lui. Il m'a déçu une force grave, quoi. À mes yeux, c'est un être abject, calculateur. Johan aurait tué Benoît pour une raison simple, l'appât du gain. Benoît dit un jour qu'il va toucher des arriérés d'Acédic, 1 500 €. Pour Johan et ses amis, c'est beaucoup d'argent. Ils ont entendu parler des arriérés d'indemnité d'Acédic parce que Benoît Saint-Véan, il arrive de Slovaquie. Il est fier, il a un travail devant ces gens-là qui ne cherchent pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui ont par ailleurs un passé de délinquant. Lui, il arrive avec « je suis moi le français », le petit français qui part à l'étranger et qui revient. Et j'ai des indemnités d'Acédic. Pour lui, c'était la richesse. Se vanter à très haute dose, non. C'était juste aux gens qui connaissaient bien. Il aimait dire, ça y est, maintenant j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Il était sorti, il avait voulu s'en sortir, donc il était sorti vraiment du bas, et là, il voulait vraiment aller vers en haut. Il a un peu exacerbé la jalousie, sans doute, provoqué l'envie, alors tout ce qui est pas bon dans l'être humain. Pour prendre l'argent de son beau-père, Johan va lui tendre un piège. Le 19 février 2006, il organise une fête chez une voisine, Myriam, qui est en fait sa maîtresse. Il invite Benoît. La vie sentimentale de Johan vacillait entre 2 femmes, entre Angélique avec qui il avait un enfant, et puis avec Myriam avec qui il avait une relation qui perdure dans le temps, puisque aujourd'hui ils semblent être toujours ensemble, bien que séparés par la prison. Myriam, la maîtresse de Johan, est érémiste elle aussi. Elle habite la même cité que la famille Savéan. Ouais, c'est là-bas, c'est le 3e étage avec les volets fermés. Là. Ce serait là que tout a commencé. Quoi. C'est là qu'ils ont invité mon frère. Et lui, en toute confiance, il pensait juste passer une petite soirée, tranquille. À 21 h, Benoît arrive chez Myriam. Johan est là, avec son frère et 2 autres amis. Il m'a présenté, il m'a dit voilà Benoît Savéan, et il a dit à Benoît voilà Myriam. On a bu de la vodka, on a fumé du shit. Et puis bon, moi,
J'ai parlé avec monsieur Benoît Savian, comme lui, il a parlé avec moi. Myriam parle avec Benoît. Pendant ce temps, Johan prépare un cocktail explosif, vodka et somnifère. Benoît n'a pas l'habitude de boire. Il a beaucoup bu cette soirée-là. Donc, et puis après, dès qu'on a eu fini de parler, vers 11h15, 11h30, moi, j'ai prévenu que j'allais me coucher. J'ai dit à Benoît Savian que j'étais contente de l'avoir vu, de l'avoir connu. Et après, j'ai été me coucher dans un état, je ne pourrais pas dire dans le coma éthylique, mais bon, presque. Benoît tombe lui aussi dans un état second. Il ne voit pas que la bande lui subtilise 300 € dans sa poche. Il ne voit pas non plus qu'il lui vole sa carte bleue. Johan veut lui extorquer son code secret, mais Benoît, ivre et sous l'effet des somnifères, dit ne pas s'en souvenir. Les coups commencent à pleuvoir. Les deux frères le conduisent dans la salle de bain et le douchent de force, puis les coups continuent. Mais Benoît résiste. Il crie, au point que les deux autres complices s'inquiètent. Les voisins risquent d'entendre, il faut quitter les lieux. Les 4 hommes emmènent Benoît dans sa voiture. Johan et son frère sont devant. Les 2 complices encadrent Benoît sur la banquette arrière. De par les auditions et de par les confrontations, à ce moment-là, on sait qu'à certaines étapes, il y a eu des violences sur Benoît Savian. Le groupe fait 15 km et s'arrête dans la forêt. Johan et son frère sortent Benoît de la voiture. Les coups reprennent de plus belle. Benoît finit par donner son code. Ils le remettent dans la voiture. À 4h24 du matin, Mathias, le frère de Johan, retire 360 € dans un distributeur. C'est le maximum autorisé. Le groupe repart déçu. Dans la voiture, les violences reprennent. Johan se déchaîne. Les 2 complices prennent peur. Ils rentrent chez eux. Il est 6h du matin. Johan et son frère, eux, poursuivent leur équipée sauvage. Ils cachent Benoît sous des vêtements à l'arrière de la voiture, mais il reprend conscience et tente de se libérer. Il le frappe à la tête avec un outil. Benoît s'effondre. Ils l'ont frappé, il est quasiment mourant dans le véhicule. Ils s'acharnent encore sur Benoît Savian. Et je pense que après, je vais dire quelque chose qui est terrible, mais j'ai pas l'impression qu'on termine le travail. J'ai véritablement l'impression qu'on termine le travail, parce qu'à ce moment-là, il ne faut plus que la bouche s'ouvre, il ne faut plus que les mots sortent, il faut qu'il se taise, mais qu'il se taise à vie. Et pour qu'il se taise à vie, et pour qu'il ne dise jamais ce qui s'est passé, on l'achève. Les 2 frères s'arrêtent dans la forêt de Mortswiller. En le sortant du véhicule, déjà, il l'a adossé, et là, il a vu que Benoît Savian vomissait du sang. Donc il s'est dit, c'est terminé, il va mourir. Ensuite, il le prend sur ses épaules et puis il l'emmène dans le bois. Et là, il sent que le corps devient plus lourd, donc il sent que Benoît Savian est mort. À ce moment-là, il le met dans le bois, il le recouvre de branches et puis ensuite, ils partent. Il est 8h du matin. Le jour se lève, les 2 frères repartent. Avec la carte de crédit de leur victime, ils achètent des cigarettes, de l'alcool et un bidon d'essence. Pour faire disparaître les traces, ils mettent le feu à la voiture et rentrent tranquillement chez eux, à Audincourt. Pendant ce temps, Jordi s'inquiète. Son père n'est pas rentré de la nuit, ce n'est pas dans ses habitudes. Le lendemain, on s'est plus ou moins inquiété, vu qu'il ne rentrait pas, qu'on n'avait pas de nouvelles, que le téléphone ne répondait pas. On s'est dit que il y avait une soirée alcoolisée, qu'ils étaient en train de décuiter, et puis voilà. Et après, le deuxième jour, je me suis dit que peut-être il y avait eu, c'est pas un accident ou quelque chose. Jordi et sa sœur Angélique cherchent leur père. Ils ont l'idée de contacter sa banque. Ils s'aperçoivent alors que sa carte bancaire a été utilisée depuis sa disparition. Donc il s'est avéré que ma sœur a trouvé sur le relevé qu'il y avait eu des retraits dans un bureau de tabac en Alsace. Et voilà. Et étant donné qu'il ne fumait pas, c'était bizarre, quoi. Donc de là, elle est allée au commissariat pour voir ce qu'elle pouvait faire. Et donc elle a signalé la disparition. Et il me semble le lendemain ou le surlendemain, il y a la police judiciaire qui est venue et qui a commencé son enquête. 5 jours plus tard, les enquêteurs retrouvent la voiture de Benoît incendiée.
L'enquête démarre. Des témoins se souviennent l'avoir vu en compagnie de Johan et Mathias. Les deux hommes sont placés en garde à vue, ainsi que Myriam et leurs deux complices. Ils reconnaissent avoir fait la fête avec Benoît, mais prétendent qu'il est parti ensuite en Slovaquie. Mais un détail va les faire tomber. Lorsque Mathias a retiré les 360 € au distributeur, il a été filmé par une caméra de surveillance. Toute la bande passe aux aveux. Johan conduit les policiers dans la forêt de Mortsviller. Les enquêteurs préviennent la famille. En fait, c'est donc le commissariat qui nous a appelés. Et donc, ils sont venus nous chercher à Audincourt. Et donc, ils nous ont ramenés jusqu'au commissariat pour nous apprendre qu'ils avaient retrouvé le corps de mon père. Et puis voilà, après c'est... J'ai eu du mal à accepter, à comprendre. Je voulais être sûr que ce soit lui. J'ai appelé l'oncle, le médecin de l'hôpital pour essayer de voir le corps et il m'a été répondu que ce n'était pas nécessaire. Il était dans un état où ça ne m'aurait rien fait. J'aurais pas pu le reconnaître. L'autopsie va révéler la barbarie des sévices subis par Benoît. On sait que Benoît Savéant a été frappé à mort puisque l'autopsie a révélé qu'il avait un enfoncement au niveau de la poitrine, des traumatismes au niveau du crâne avec un enfoncement des tempes. Il a reçu des coups. Pourquoi on a pu aller aussi loin dans l'acte de méchanceté, de barbarie pour si peu? Johan est déjà connu des services de police. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de violence. D'ailleurs, il s'en était déjà pris à la famille Savéant. Il y avait déjà eu des histoires entre ma mère et Jonathan. Il lui avait tapé dessus. Et voilà. Donc, moi aussi, un jour, je m'étais pris le bec avec lui parce qu'il s'en était pris à mon père. Donc, lors de cette altercation, il m'a pris au cou et voilà, il voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Même les parents de Johan et Mathias ne comprennent pas. C'est un jeune qui est quand même assez orgueilleux. Et puis bon, il a fait connaissance avec des jeunes. Et puis c'est un chef, quoi. Pour ses parents, Mathias était plus calme. C'est Johan qui l'aurait entraîné. Au début, j'en ai voulu de l'avoir entraîné dans une histoire comme ça, parce que Mathias de lui-même, il aurait jamais fait un truc comme ça, quoi. Il avait plein d'amis, il avait plein... Tous, ils vous diraient que c'était un nounours, quoi. Parce que c'est un bon gosse, quoi. Il était pas violent. Les deux frères attendent leur procès en prison. Leurs parents ne réalisent pas la gravité des faits. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il risquait entre 15 et 20 ans. Selon le code pénal, leur fils encourt en réalité la prison à perpétuité. Remise en liberté, Myriam, la maîtresse de Johan, angoisse à l'approche du procès. Elle va devoir faire face à la famille de la victime. Vous avez peur d'affronter leur regard au procès? Oui. Vous vous sentez coupable quand même? Un petit peu. De quoi vous vous sentez coupable? Je sais pas. Pour Agnès, la femme de Benoît, l'épreuve s'annonce aussi très difficile. Cette justice, j'attends beaucoup d'elle. Beaucoup. Et je l'attends impatiemment, ce moment-là. Et puis je l'appréhende en même temps. Je l'appréhende parce que j'ai pas envie de revoir ces gens-là. Donc c'est vrai que j'angoisse beaucoup. Mais j'ai pas envie qu'on oublie Benoît. Jean-Luc, le frère, et Jordi, le fils de Benoît, veulent profiter eux aussi de ce procès pour essayer de tourner la page. Qu'ils nous disent pourquoi. Exactement. Franchement, pourquoi? Est-ce qu'ils regrettent ou pas? Mais j'attends que... C'est même pas des excuses, je veux même pas les voir pleurer en fait, c'est... Je veux qu'ils prennent.
Le procès est prévu au mois de juin devant la cour d'assises de Besançon. Jusque-là, les accusés sont présumés innocents. Tout de suite, le portrait de la semaine. Éric, 46 ans, pompier de Paris. Pour la 12e fois, il passe le réveillon dans un camion rouge. Ça va être important et beaucoup d'interventions. Ce jour-là, le nombre d'interventions est multiplié par 2. Bonsoir monsieur. 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 Histoire de star, le réalisateur Roman Polanski poursuivi par la justice américaine depuis 30 ans. En Californie, il est poursuivi pour une relation sexuelle avec une mineure. Est-ce que Roman Polanski va encore payer toute sa vie cette affaire 30 ans plus tard? Mais d'abord, notre reportage à l'aéroport de Roissy, avec les démineurs de la sécurité civile. Et là, il faut se boucher les oreilles. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mardi dernier. Il est 10 h du matin. La police vient de repérer un colis suspect. Dans les coulisses, les démineurs, Anthony et Sacha. Ils appartiennent à la sécurité civile. On est parti. Ils forment l'équipe de permanence ce jour-là à Roissy. L'aéroport est immense, il faut faire vite. Un simple sac sur un chariot. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. En moins de 5 minutes, Anthony et Sacha arrivent sur place et prennent les commandes. S'il vous plaît, vous reculez! Encore, s'il vous plaît. Premier impératif, sécuriser la zone au maximum. Ils élargissent le périmètre de sécurité établi par la police. Le problème, c'est que les gens ils sont beaucoup trop près par rapport au périmètre. Donc on est obligé d'attendre. Encore un peu, allez. Il faut sortir les gens par là-bas. Donc il a dit qu'il était au niveau du... Il y a la vitre au fond là-bas. On le voit d'ici. Tu vois le... D'accord, ok. Ouais. Le bagage suspect, ce sac à dos posé sur un chariot. Là, le périmètre est fait. On voit avec le chef d'incident si tout est ok pour le périmètre. Et nous, on va commencer notre intervention. Pour intervenir, Anthony et Sacha ont besoin de plus de 100 kg de matériel. Des appareils qui leur permettent de limiter les risques. En fait, ça c'est un autre vidisco. Ça va nous permettre de faire une radio du bagage. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui est à l'intérieur du bagage. C'est Anthony qui s'approchera du colis. Pour sa sécurité, il enfile cette combinaison qui pèse plus de 50 kg. Elle le protégera du souffle en cas d'explosion. Il fait chaud en fait, c'est ça, surtout en aérogare. En moins de 15 minutes, Anthony peut intervenir. Pour commencer, il va radiographier le colis pour voir ce qu'il contient. Il s'approche prudemment du sac. Une fois le matériel installé, l'image arrive 60 mètres plus loin, sur l'ordinateur de Sacha. Nous, tout ce qu'on recherche, en fait, c'est tout ce qui pourrait ressembler à un détonateur, des montages électroniques et tout ce qui est matière organique. Sur le cliché apparaissent quelques fils. C'est suspect. Il va falloir neutraliser le bagage. Pour cela, Anthony et Sacha vont utiliser un canon à eau. Ce tube va propulser de l'eau à très forte pression sur le colis. La puissance du jet va permettre de séparer le détonateur de l'explosif, si le sac contient une bombe. Une opération qui demande beaucoup de précautions. Même si ce n'est pas un colis suspect, les matières qu'on utilise, c'est quand même des explosifs. Et là, on ne peut pas jouer. Un détonateur, même si c'est qu'un gramme d'explosif, ça peut arracher une main. Donc on ne peut pas jouer. Anthony place le canon à eau devant le colis.
Il recule en mettant ses mains dans le dos pour les protéger en cas d'explosion. C'est Sacha qui va activer le canon. Ils se mettent à couvert. Le canon projette moins d'un demi-verre d'eau, mais à 300 mètres par seconde. La puissance de l'eau pulvérise le bagage. Bon résultat, oui. Comment ça a travaillé? Oui, en fait, les gens, dans l'esprit des gens, lorsqu'ils entendent boum, pour eux c'est fini, mais justement, c'est En fait, le travail il commence. Pour nous, le travail commence là. On va voir ce qu'il y a dedans. Et le doute, il n'est pas encore levé. Pour lever le doute, Sacha et Anthony vont examiner le contenu du sac. En fait, il y avait un téléphone portable. Voilà, il y a un casque. Aux objets trouvés. Et si la personne vient récupérer, on lui rend. On n'a pas de souci après. Et puis voilà, notre travail est terminé là. Mission terminée, le périmètre de sécurité est levé. Les passagers peuvent regagner le terminal. Il aura fallu moins de 30 minutes aux deux hommes pour détruire le colis suspect. Cette fois-ci, le sac ne contenait rien de dangereux, mais chaque intervention est risquée. Je peux pas dire que j'ai peur. Tout ce que je sais, c'est que quand j'y vais, je fais attention. Parce que de toute façon, on ne peut pas penser. Si on pense tout le temps au danger et tout, on le fait plus ce boulot-là, on fait plus rien. 11h15, retour au quartier général. Là maintenant, on va faire notre compte-rendu d'intervention. Et ensuite, on attend. Cela fait maintenant 3 ans que Sacha et Anthony travaillent à Roissy. Ils savent qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment. Le service de déminage, c'est 320 hommes et femmes répartis sur toute la France, dont 14 dédiés uniquement au seul site de Roissy-Charles de Gaulle. Les équipes sont mobilisées 24 heures sur 24. 13h, c'est l'heure de la pause déjeuner. On a une intervention à l'aérogarde 2F1 au pif central. À peine le temps de terminer leur repas, un autre colis suspect vient d'être découvert en zone d'embarquement. Les deux hommes sont entraînés pour ne pas céder à la pression. Déjà, je pense que si on arrive stressé sur une intervention, c'est pas vraiment bon. Je pense qu'il faut garder la tête un peu froide quand même pour savoir ce qu'on va faire. Parce que si on est stressé, on va forcément faire des erreurs et ça va pas être bon. Sur place, la circulation est bloquée. Le périmètre de sécurité vient d'être établi. Cette fois, c'est une valise suspecte. Un petit colis. Ouais. D'accord. Bonjour. Il est situé où? Il est situé sur la gauche ici. Ouais. Ah d'accord, impeccable. D'accord. Là, on va essayer de... On va prendre le robot pour intervention, c'est parfait. Parce que c'est un endroit bien plat. Voici Castor, le robot des mineurs. Cet engin téléguidé est équipé d'une caméra et d'un canon à eau. Lorsque le terrain est plat, il permet aux démineurs de ne pas prendre de risques en s'approchant du colis. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de travailler avec les petits robots. Bah, disons que c'est peut-être l'habitude. Au début, oui, on voit ça, ouais, c'est beau, on fait joujou et tout. Puis bon, bah, avec l'habitude, par contre, là, oui, on s'en lasse un peu, quoi. C'est peut-être comme un gamin avec un nouveau jeu. Au bout d'un moment, il le met de côté, quoi. Voilà. Pour cette opération, c'est Sacha qui prend les commandes. Il reste à l'abri et place le robot devant le bagage suspect. Le canon à eau doit pointer vers le centre de la valise. Fausse alerte, la valise n'était pas piégée, elle contenait juste une collection de CD. Les passagers ont attendu sagement dehors et dans le froid. J'étais content parce que c'était pas une très grosse explosion, donc à l'intérieur il devait rien avoir qui explose. C'est rassurant que les choses soient prises en compte, voilà. Soulagé, c'est que c'est fini, qu'on va pouvoir rentrer pour prendre l'avion surtout. Grâce à l'intervention des démineurs, la zone est hors de danger. Les passagers vont pouvoir partir au soleil. Quand on arrive, les gens sont contents de nous voir arriver. Ils nous disent merci, faites attention à vous, voilà. Ils sont contents de nous voir arriver et de repartir aussi. Parce
Parce que ça veut dire que tout est sain, tout est bien pour eux, et voilà. Alors, on va reculer. Encore un peu, s'il vous plaît, messieurs, dames. We go back, please. 15h30, troisième alerte. Est-ce que ça sera possible de fermer les portes Oui. Comme l'extérieur, où est là Ici, ils vont reculer ou pas? Bah là, je suis en train de regarder, mais c'est surtout l'extérieur, comme il est à l'extérieur. C'est cette valise rouge devant la porte du terminal. Donc l'extérieur, c'en est où? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Bah c'est parti alors. Comme le bagage est dehors, Anthony place la charge directement sur la valise. Sacha déclenche l'explosion à distance. La valise ne contenait que des vêtements. Même si c'est que des choses banales qu'on rencontre sur l'aéroport pour l'instant, heureusement pour nous, on ne peut pas jouer. Il est 23h. Anthony et Sacha terminent leur service. Une autre équipe va prendre le relais pour la nuit. L'an dernier, 1245 colis ont été détruits par le service de déminage de l'aéroport de Roissy. Alors si vous prenez l'avion, ne vous éloignez pas de vos bagages. Le 31 décembre est un jour particulier aussi pour les pompiers de Paris. Le nombre de leurs interventions double le dernier jour de l'année. Golf 32, VSAV numéro 1 de Champéret parti, personne blessée. Éric Druot est un habitué de la Saint-Sylvestre. C'est la 12e fois qu'il passe le Nouvel An dans le camion rouge. Non, ce soir, c'est quand même une soirée particulière avec bien sûr la fin d'année 2008 et la nouvelle année qui va commencer, bien sûr. Ça va être important et beaucoup d'interventions. Là, nous partons pour une personne ayant chuté sur la voie publique. À chaque fois qu'ils partent, les pompiers ne savent jamais exactement ce qui les attend. Golf 32, le VSAV numéro 1 de Champéret présent. Un matériel de secours à victime. Il n'est que 20h30, mais pour certains, le réveillon est déjà terminé. Monsieur. Ah. Bonsoir, monsieur, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous nous entendez? Que se passe-t-il? Vous avez pris de l'alcool, monsieur? Non. Non, pas du tout? D'accord. Est-ce que vous avez mal en quelque part? Non. Est-ce qu'on vous a trouvé là entre deux voitures? Allez, on s'assoit. Hein? Puis, vous voulez qu'on vous mette un peu au chaud? Vous avez froid, on va vous mettre au chaud. D'accord. Visiblement, cet homme est ivre. Eric essaye d'en savoir plus pour lui venir en aide. Répondez à ma question. Où est-ce que vous avez mal? Vas-y, casse-toi là. Mais non, je vais pas me casser, monsieur. Je peux pas me casser. Dites-moi où vous avez mal. Je suis là pour vous aider. Vas-y. D'accord? Donc, vous me dites ce que vous avez, si vous avez besoin de voir un médecin. Est-ce que vous avez absorbé de l'alcool? Répondez-moi, oui ou non. C'est entre nous, hein, donc il n'y a pas de souci. Il est 20h30. 20h30, donc la nuit n'est pas finie, mais je pense que ça va être souvent c'est ce genre de situation. Les pompiers décident d'emmener l'homme à l'hôpital pour le mettre en sécurité. Doucement. La majorité de notre travail, c'est l'assistance et le secours aux personnes. Donc sur la voie publique, chez eux, accident de circulation. Donc nous intervenons pour tout. Eric est pompier depuis 27 ans. Marié, père de 2 enfants, il travaille souvent la nuit. Difficile dans son métier d'avoir une vie de famille. Ne vous frappez pas. Papa, il revient demain matin. D'accord? Petit cœur? Papa, il vous fera un bisou, bien sûr. D'accord? Et est-ce que tu es sage avec maman? C'est vrai? Super. Quand tu vas raccrocher, tu vas faire un gros bisou de la part de papa. D'accord? Ouais, c'est une soirée pas particulière, mais à la fois un petit coup de téléphone comme ça, mes enfants sont rassurés. Moi, je suis content de les entendre au téléphone. Mais même si j'adore mes enfants, j'adore décaler. Et ce soir, c'est une nuit particulière et c'est bien d'être dans un camion rouge, même si je suis un petit peu loin de mes enfants. Mets-toi au milieu maintenant. Décaler, c'est le mot que les pompiers utilisent pour partir en intervention. Allez, les enfants. Il est 11h. Pascal décale une nouvelle fois. Une femme qui vient de faire une chute sur les Champs-Élysées. Ok. Elle est tombée? Elle a eu un malaise? Non, elle est tombée à la place de l'Italie. Elle a glissé? Ouais. D'accord. Bonjour madame. Bonsoir madame. Attendez, c'est moi. Madame, vous m'entendez? Montrez-moi avec votre main où vous avez mal.
Écoutez, on va vous mettre au chaud, on va vous isoler. Il y a beaucoup de monde. Vous allez vous laisser faire. On va vous basculer, ça va basculer tout seul. N'ayez pas peur, madame. Bougez pas. Voilà, ça. Et vous alliez où, madame, là? Au gré du vent? D'accord. Cette femme n'a pas bu, mais elle a pris des médicaments. Elle est incapable de marcher. Les pompiers l'emmènent à l'hôpital, elle aussi. Voilà. Cette dame, on suspectait une fracture du col du fémur. Il s'avère très certainement, d'après le médecin, qu'il y a bien une fracture du col du fémur. Maintenant, il faut la radiographie pour bien déterminer où la fracture existe. Il faut être attentif et puis vigilant et puis savoir écouter les gens. Donc c'est important ça. Minuit. Sur les Champs-Élysées, les touristes fêtent la nouvelle année. Eric et ses collègues, eux, s'arrêtent un instant sur le bord du périphérique. Nous allons quand même prendre quelques minutes pour fêter cette nouvelle année 2009. Ouais, allez, bonne année à tous et bonne santé. Il est où? Notre ami. Donc bonne année à tous, d'accord? Une bonne santé. À l'amitié, l'amour, la joie. À nos familles, à nos femmes, nos enfants. Et puis voilà. À peine le temps de trinquer, ils sont déjà appelés sur une nouvelle affaire. Ça réveille comme ça, un pompier? Ça prend sa petite soupe à l'oignon de temps en temps. Dans le camion, on mange un coup 10 minutes, un coup 5 minutes, on mange tiède, on réveillonne quoi, à notre façon. Minuit et demi, cette fois c'est une jeune femme qui a trop bu. Ses amis ont appelé les pompiers. Elle n'arrive même plus à marcher. Ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Ouvre la porte, Guyane. Guyane, tu vas avec elle ou pas? Bien sûr, je vais avec elle, c'est ma cousine. Voilà la réalité de la nouvelle année. Les jeunes ont abusé de l'alcool. Les jeunes filles qui ne sont pas habituées à boire, ce soir ont bu plus que d'habitude. D'accord? À gauche. Et résultat, voilà. Donc elles ne tiennent pas debout et elles sont en état d'ivresse. À l'arrivée à l'hôpital, les choses vont déjà beaucoup mieux. La jeune fille en profite pour remercier ses sauveurs. Bon, on va te laisser là, ça. Alors là, on l'emmène à l'hôpital, aux urgences, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça toute seule. Elle n'est pas capable de marcher, il y a danger. Donc on peut la laisser sous surveillance aux urgences. Aux urgences, la jeune fille a du mal à quitter ses sauveurs. Vas-y, descends encore. Mais à 3 h du matin, retour sur les Champs-Élysées. La fête est finie, mais un homme vient d'appeler les pompiers. Eric arrive sur place. Bon, monsieur, c'est vous qui nous avez appelé 116 avenue des Champs-Élysées. C'est là, oui, Ludo, c'est moi. Je me sens pas bien, là. Comment? En fait, je voudrais aller à l'hôpital parce que je me sens pas bien. Je suis fatigué. J'ai faim et je suis fatigué, quoi, en fait. Vous avez faim et vous êtes... Je suis fatigué, ouais. Fatigué, j'ai besoin de prendre un petit traitement parce que j'ai plus rien, là. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Là, je voudrais aller à l'hôpital un petit peu. Pardon? Vous êtes sans domicile fixe? Oui. D'accord, depuis combien de temps? Ça fait depuis un mois à peu près. Vous avez passé la nuit dehors, là? L'homme n'est pas blessé, mais il est seul et il n'a nulle part où aller. Non, je suis sans alcool. Eric décide de l'amener au chaud, à l'hôpital. Il ne finira pas l'année tout seul. Mars 1977. Après une séance photo pour un magazine de mode, le réalisateur de cinéma Roman Polanski, 43 ans, a une relation sexuelle avec Samantha Guillet. Elle a 13 ans et rêve de devenir actrice. Le lendemain, les parents de la jeune fille portent plainte. Le réalisateur est arrêté par la police de Los Angeles pour viol.
Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. François Le Figaro, Le Monde avait véritablement pris fait et cause pour Polanski à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Polanski, il est de chez nous. Et il s'était fait avoir par les États-Unis, quoi, en gros. Donc il y avait ce côté un peu parti pris. Devant la justice, Polanski ne reconnaît pas le viol, mais plaide coupable pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Il risque 20 ans de prison. Mais la veille du verdict, il prend l'avion pour l'Europe. À Munich, le cinéaste n'hésite pas à s'afficher publiquement avec des jeunes filles lors d'une soirée. Pour le juge, c'est une provocation. Polanski joue au chat et à la souris, il est assez provocateur et je pense qu'à l'époque, il ne mesure pas l'acharnement des États-Unis et de la justice américaine. Donc là, effectivement, il s'amuse, mais à force de s'amuser avec le système judiciaire et avec les Américains, il va en payer le prix. L'homme qui va lui en faire payer le prix, c'est le juge Lawrence Rittenband. Il va tout faire pour que Polanski aille derrière les barreaux. Sans y parvenir. Rittenband a utilisé le système des journalistes, les images de la télé. Il a joué avec l'emballement médiatique pour se faire de la publicité, pour apparaître à l'écran, parce qu'il savait que cette affaire était pour lui, c'était du pain béni, quoi. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, un documentaire relance l'affaire. Ce film reprend notamment un témoignage important, celui de Samantha Gelley elle-même, la victime présumée. Samantha Gelley, qui est mère de 2 enfants, est invitée avec son avocat sur le Larry King Show, une sorte de show très regardé aux États-Unis, pour parler à nouveau de l'affaire. Et Samantha pardonne publiquement à Polanski cette affaire. Et malgré tout, on est en 2009, Roman Polanski reste sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc en fait, il ne peut pas remettre les pieds aux États-Unis. Toujours considéré comme un criminel en fuite par la justice californienne, Polanski n'a jamais remis les pieds aux États-Unis depuis 1977. Pas même lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Pianiste en 2003. Un point d'interrogation fort, c'est est-ce que Roman Polanski va encore payer toute sa vie cette affaire 30 ans plus tard? Suite à la sortie du documentaire, les avocats de Polanski déposent une requête demandant l'abandon des poursuites. La Cour supérieure de Los Angeles examinera cette requête dans 11 jours. Mais le procureur exige que le cinéaste soit présent à l'audience. Les tribunaux demandent la venue, le 21 janvier 2009, de Roman Polanski aux États-Unis pour qu'il soit présent au tribunal. Le seul problème, c'est qu'effectivement, s'il accepte ça, s'il remet les pieds aux États-Unis, il est passible d'être arrêté et peut se faire menotter à peine a-t-il franchi le seuil de l'avion. Roman Polanski ira-t-il à Los Angeles dans 11 jours? Son affaire sera-t-elle définitivement classée? Réponse le 21 janvier. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, Bruno Mérine, le fils de Jacques Mérine. Magicien professionnel, il mène un combat pour prouver que son père a été assassiné. Vu qu'il n'y a pas d'argent qui est demandé, il n'y a rien du tout, c'est juste de reconnaître tout simplement que mon père a été assassiné et c'est tout.